What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode, nous allons faire le point sur la situation préoccupante de Disney, la major aux grandes oreilles, que j'ai traité régulièrement dans ce podcast depuis 1 an et qui, après avoir régné sur le box-office mondial dans les années 2010, traverse une zone de turbulence depuis le début de la décennie 2020. En effet, les blockbusters censés garantir à la major ses plus grands succès annuels ne semblent plus vraiment attirer le public. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, Ant-Man Quantumania, The Marvels, La Petite Sirène ou encore Achat et la Bonne Étoile, les pertes se comptaient en centaines de millions de dollars en 2023. Autant d'échecs qui devraient être l'occasion d'une vaste remise en question chez Disney, pour qui le temps est peut-être venu de miser sur de nouvelles formules. My work is inevitable. There will always be more to finish it. This is just the beginning. She tore a hole in space. There's a different reality leading into ours. Nous n'allons pas retracer en détail l'histoire de la firme Disney, qui a fêté son centenaire l'année dernière, mais on peut revenir sur leur approche du divertissement cinématographique instauré par Walt Disney, le fondateur, décédé en 1966. Établie sur le studio d'animation qui a donné naissance à Mickey Mouse, la firme a d'abord officié dans l'animation, puis s'est essayée au mélange animation et prise de vue réelle, avec des œuvres comme Mélodie du Sud, avant d'oser des productions spectaculaires en prise de vue réelle à partir des années 50, avec notamment les adaptations de L'Île au Trésor ou de 20 000 lieues sous les mers. Jusqu'à la fin des années 70, les films Disney sont perçus comme un label de qualité, parfaitement adapté aux enfants et susceptible de rassembler plus largement le public familial, grâce à leur touche d'humour, de magie et leur délicieux parfum d'aventure. Grâce à L'Apprentie Sorcière, Un amour de coccinelle, Peter et Elliot le Dragon, et bien entendu grâce à leurs films d'animation tels que Les Aristochats et Bernard et Bianca, les héritiers de Walt croient un temps survivre à la mort du fondateur. Mais au début des années 80, la major risque de se faire totalement ringardiser par une nouvelle génération de blockbusters emmenée par Steven Spielberg et George Lucas, davantage en phase avec une nouvelle génération d'enfants et d'adolescents. Une époque étrange et inconfortable pour Disney qui multiplie alors les tentatives audacieuses pour se construire une image plus moderne et plus cool. Tron, Le Trou Noir, Le Dragon du Lac de Feu, La Foire des Ténèbres, des tentatives généralement infructueuses sur le plan financier, mais qui participeront à forger une crédibilité pour les décennies suivantes. Celle d'une major investissant avec ambition le terrain de l'action, de la fantasy et de la science-fiction. United States astronauts trained for years. You have 12 days. You stick that in me, I'm gonna stab you in the heart with it. On July 1st, Tell me you've never let anybody down before. I never quit yet. How's that? Earth's darkest day, How you feeling? Good. Considering I've never been this scared in my entire life. will be man's finest hour. I'm marrying you. Dans les années 90, Disney mise sur le jeune prodige du clip, Michael Bay, et assume ainsi des blockbusters dont les enfants ne sont plus les premiers spectateurs cibles. Avec Rock, Armageddon et Pearl Harbor, ils surenchérissent dans l'action et la tonalité épique pour se mettre au diapason des productions tonitruantes, plébiscitées par le public d'alors. Les films de Michael Bay sont produits par Jerry Bruckheimer, et c'est justement grâce à celui que les médias surnomment Mr. Blockbuster que Disney va dans les années 2000 entrer dans une nouvelle ère, celle des franchises, avec Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, adaptée d'une attraction des parcs Disneyland. Ajoutons à ça Le Monde de Narnia, adaptation d'une saga littéraire de fantasy, à l'époque où Harry Potter fait les beaux jours de la Warner, et où New Line Cinema tente le coup avec La Boussole d'Or. Et Prince of Persia, pour lequel la major dépense 200 millions de dollars, à une époque où Hollywood peine encore à transformer les licences phares du média jeux vidéo en succès cinématographique. Si Disney semble avoir accompli sa mue et multiplie les propositions de blockbusters au début des années 2010, elle ne se satisfait pas pour autant des résultats hasardeux et ressent le besoin de s'assurer des bénéfices plus stables pour des productions de plus en plus coûteuses.
C'est dans ce but qu'elle met en place un calendrier des plus stratégiques, reposant sur des formules commerciales permettant de multiplier les productions standardisées. Le live-action, puisant dans le patrimoine d'animation Disney après le succès d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, le Marvel Cinematic Universe après le succès de Avengers de Joss Whedon, l'univers Star Wars après le rachat de Lucasfilm, les films d'animation 3D du département Walt Disney Animation Studio, ragaillardi par le succès de Réponse, et les films d'animation 3D du studio Pixar, fort du succès de Toy Story 3. There was an idea to bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. Gentlemen, what are you prepared to do? La stratégie Disney a indiscutablement porté ses fruits jusqu'à l'apogée de 2019, où la Major comptait pas moins de 7 films dépassant le $1 milliard au box-office mondial, du Star Wars, du Pixar, du MCU, du Disney Animation Studio, du remake en live-action, bref, des formules pour lesquelles le public répondait présent et que les médias considéraient comme prescriptrices des tendances les plus fortes d'Hollywood, au point de parler par exemple de marvelisation des blockbusters, quand ceux-ci cherchaient à reproduire la mécanique rodée du MCU. Mais aujourd'hui, en 2024, il est temps de réévaluer la situation, car les récents échecs ne permettent pas vraiment d'espérer que Disney pourra garder le même calendrier de 6, 7 ou 8 blockbusters annuels en misant sur ces formules. La poule aux œufs d'or MCU? Eh bien, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 a certes été un succès en 2023 avec 845 millions de dollars au box-office mondial, mais Ant-Man Quantumania en a rapporté seulement 476 millions, et The Marvels s'est totalement vautré à 206 millions. Le seul film du MCU milliardaire au box-office depuis 2020 est Spider-Man No Way Home, coproduction majoritairement financée par Columbia Pictures. Les live-action? Là encore, les dernières sorties en date n'ont pas remonté le moral de Disney, puisque le remake du film d'animation La Petite Sirène n'a engendré que 570 millions de dollars, et les 117 millions du Manoir Hanté ne sont pas là pour inciter Disney à tenter de nouvelles adaptations de leurs attractions, pas plus que l'échec de Jungle Cruise en 2021. Les films d'animation alors? Eh bien en jouant sur les deux tableaux, Pixar et Walt Disney Animation, Disney se retrouve doublement perdant puisque Élémentaire a calé en dessous des 500 millions et que Wish en a rapporté 2 fois moins, portant à croire qu'en multipliant ces films d'animation coûteux, la Major en a également fragmenté les recettes. De plus, les parents peu motivés n'ont plus besoin de jouer les accompagnateurs pour Encanto, Avalonia ou Buzz l'éclair, puisque dans la plupart des pays, les enfants ont pu voir ces films sur Disney+, seulement 3 mois après la sortie en salle. Quant à l'aura de la licence Star Wars, elle a été grandement dilapidée par les films foireux produits entre 2015 et 2019, et Disney tente depuis de redorer le blason via des séries diffusées sur Disney+. It's an instinct. Feeling. The Force brought us together. We're not alone. Good people will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does. En février, le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé le retour de franchises puissantes afin de rassurer les actionnaires. Au programme, les prochains films MCU, Captain America, Thunderbolt, Les 4 Fantastiques et un nouveau diptyque Avengers. Côté animation, des suites sans prise de risque. Vaiana 2, Zootopie 2, La Reine des Neiges 3 et Toy Story 5. Sans oublier le retour des films Star Wars avec 2 projets annoncés pour 2026. Un film sur Rey Skywalker et un autre centré sur le Mandalorian et Grogu. Reste à savoir quels blockbusters sortiront en salle et lesquels atterriront directement sur Disney+, mais globalement, on constate que Bob Iger souhaite continuer à tirer sur la corde des formules éculées, comme si elles représentaient les seules tendances en vigueur à Hollywood. Or, en prenant en compte les récents succès du box-office, il pourrait envisager par exemple de laisser les coudées franches à un cinéaste ambitieux, prêt à élaborer un univers foisonnant, puisqu'en rachetant la Fox, Disney s'est retrouvé bénéficiaire du succès phénoménal d'Avatar la Voix de l'eau et des prochains opus de la saga signés James Cameron. Il pourrait également regarder du côté de Top Gun Maverick et se rappeler les films d'action produits par Jerry Bruckheimer dans les années 90. Il pourrait également constater qu'une comédie reposant sur un élément de pop culture comme Barbie n'a eu besoin que de 145 millions de dollars de budget pour attirer le public, quand le même été, La Petite Sirène et Indiana Jones dépassaient les 250 millions de dollars de budget. Il pourrait également réfléchir à la réputation d'Oppenheimer, qui résulte de la volonté de Universal de signer un film d'un cinéaste de renom tel que Christopher Nolan, après que ce dernier a claqué la porte de la Warner.
Dans le processus de ces formules commerciales calibrées, les cinéastes semblent des paramètres secondaires, et pourtant, il fut un temps où Disney, via sa filiale Touchstone, mettait à disposition des budgets de blockbuster pour Starship Troopers de Paul Verhoeven, Le 13e guerrier de John McTiernan, ou encore Mission to Mars de Brian De Palma. L'héritage de la 20th Century Fox n'a pas été totalement dissous dans la maison mère Disney. Il subsiste une structure distincte, rebaptisée 20th Century Studios, en charge de la sortie en salle cet été d'Alien Romulus. Disney serait inspiré de faire de cette filiale son nouveau Touchstone et diversifier ainsi ses propositions de blockbuster. From Michael Crichton, author of Jurassic Park, and John McTiernan, director of Die Hard. I am not a warrior. Very soon you will be. The 13th Warrior. Ce serait totalement légitime de votre part de me reprocher de toujours convoquer les mêmes réalisateurs et de regretter constamment, depuis le premier épisode d'Hollywood's Bull, la frilosité des majors en ce qui concerne les blockbusters sombres, adultes et un tant soit peu subversifs. Je conçois parfaitement qu'un divertissement de qualité puisse davantage s'adresser aux enfants ou à la part d'enfants qui sommeille en chacun de nous, et c'est sans doute ce qu'on attend avant tout de Disney, la major dont le logo est un château de contes de fées et l'indicatif sonore, les premières notes de When You Wish Upon a Star. Certes, on peut encore vanter la poésie et l'inventivité de récentes productions Pixar, comme Élémentaire ou le magnifique Soul, mais ce qui manque dans le calendrier Disney ces dernières années, c'est davantage de films à hauteur d'enfant, délivrant des récits à la portée universelle, qui pourraient à nouveau réunir les différentes générations. Un type de blockbuster qui ne manque pas d'ambition et dans lequel se sont risqués par exemple Steven Spielberg avec E.T. l'extraterrestre, George Miller avec Babe et Happy Feet, ou encore Martin Scorsese avec Hugo Cabret. Mais ce changement de cap nécessiterait que Disney et ses dirigeants conçoivent les projets les uns après les autres, au lieu de les inscrire dans une logique globale de formules répétitives. Asha! I'm here! Whew, just 1 second. Let me catch my breath. Once upon a time stood Rosas, the most magical kingdom, founded by a king with the power to grant wishes. You are their handsomest, most beloved king. You're right. I am a handsome king. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Blog du Cinéma. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.